14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous allons parler de virilité. Alors c'est vrai, la virilité pendant des siècles, des millénaires d'ailleurs devrais-je dire, elle a été portée au nu. Et il est vrai que la société avait besoin d'hommes forts, solides, aptes à aller au combat malgré tout. Les muscles étaient fort utiles, puisqu'il n'y avait pas de machine, de moteur. Cela étant dit, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais dans la virilité, parce qu'on confond souvent la virilité avec la violence. Tous les hommes virils ne sont pas violents, ne sont pas des machos, des harceleurs ou des violeurs. Néanmoins, il est évident que la testostérone, donc l'hormone par excellence de l'homme, est une hormone qui pousse à l'action. Alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle manière de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de virilité, et c'est donc en compagnie de Michel Odoul, qui est donc le fondateur de l'Institut français de Shiatsu, et qui pourra, grâce à un éclairage particulier, peut-être nous aider à mieux comprendre justement ce qu'on attend d'un homme, ce qu'est un homme, un vrai. Vous avez sans doute envie de participer à cette émission ou de poser des questions, comme par exemple, que signifie un problème à la prostate, organe de l'homme par excellence. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Alors est-ce que vous vous considérez comme viril ? Alors après, je ne sais pas, il faut peut-être définir ce qu'on met derrière virilité. A priori, j'aurais tendance à penser oui. Je suis d'accord avec vous, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous déconstruire. Non, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut toujours être prudent ou précis sur les mots qu'on utilise. C'est vrai. Et voilà, et je pense qu'on va revenir sur ces notions que sont les notions de la virilité, de la puissance, de la force, de l'agir ou de la manière avec laquelle on les décline. Et à fort juste titre, vous avez dit que la testostérone, c'était l'hormone, non pas l'hormone de la violence ou de la force ou de l'intensité, etc. Parce que là, on va trouver des éléments comme l'adrénaline vont venir ajouter à ça. Mais la testostérone est effectivement l'hormone de l'agir, l'hormone du faire. La notion de virilité, c'est une notion qui est bien sûr associable à la dimension et au champ sexuel, mais elle est surtout associable à, on va dire, une présence droite, verticale et agissante dans un contexte quel qu'il soit. Donc un comportement va être un comportement qui pourrait être considéré comme étant viril ou pas. Et cette notion de virilité, elle est intimement liée, bien sûr, à la virilité masculine, qui, elle, se traduit physiquement parlant par quoi ? Elle se traduit par un phénomène de vasodilatation de certaines structures et de certains vaisseaux, qui amène une vascularisation. La vascularisation d'une zone et l'apport de sang, elle est destinée à quoi ? Elle est justement destinée à l'agir et au faire. Bien sûr. On est dans quelque chose dans lequel il y a, bien sûr, sans doute, lorsque c'est en excès, des déséquilibres qui vont apparaître sur ces champs corporels et physiologiques-là. Mais c'est vrai que le masculin, la testostérone, l'homme et la virilité, c'est plutôt, on va dire, quelque chose d'artériel, alors que le féminin et tout ce qui est associable au féminin est plutôt quelque chose qui a à voir avec le veineux. Et on est dans une complémentarité des deux qui vont être là. Mais la virilité n'est effectivement à aucun titre et à aucun moment l'expression de la domination, de la violence. Et il faut faire une véritable différence entre la notion de puissance et la notion de force. On peut être particulièrement et parfaitement puissant dans plein de domaines sans avoir une seule seconde besoin d'avoir recours à la force. Alors que la plupart du temps, la force, le recours à la force, c'est un signe de défaite, c'est un signe de chute, c'est un signe justement de faiblesse, c'est un signe de manque de puissance. Alors, je précise quand même, parce que les femmes, bien sûr, peuvent être aussi dans l'action, il est évident, on ne va pas dire le contraire, mais je voulais juste rappeler qu'il y a une expression qui est assez désuète aujourd'hui, mais qui quand même longtemps été utilisée. On parlait des femmes qui étaient un peu trop masculines, on les appelait des viragos. Oui. Vous vous souvenez de cette expression ? Oui. Et c'est intéressant parce que une virago, donc c'est ce qu'on disait aux femmes, c'était un garçon manqué en quelque sorte. Enfin, c'était une femme en tout cas qui était un peu pas féminine, quoi. Oui, ou dont les caractères féminins étaient développés, utilisés ou cachés dans ce qui est la projection d'une image plus agissante, donc plus virile. Plus dominante, plus en puissance par rapport au monde.
On en a eu une caricature dans les éléments de la mythologie avec les Amazones. Absolument. Là, on était dans une... Sans doute avec des viragos, oui. Et oui, puis attendez, il faut quand même relire la mythologie telle qu'elle est très précisément dans la description de ce qu'était ce mouvement-là et cette tribu qui allait emporter des hommes, les violer la nuit, que lorsque des enfants mâles naissaient, les tuer, et etc. On était donc dans quelque chose qui est exactement le comportement qu'on peut reprocher à certains hommes aujourd'hui. Et donc de comprendre que des comportements extrêmes ne vont pas justifier ce qu'est la globalité. Le masculin, c'est effectivement de la testostérone, mais de la testostérone, il y en a chez la femme. Des femmes d'action et des femmes agissantes qui, en même temps, sont complètement dans leur appartenance à leur sexualité et à leur féminité. Ça existe et ça n'est absolument pas des hommes manqués. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on accepte volontiers la part masculine et féminine de chacun, en chaque être. On n'est plus du tout à l'époque où il fallait être tout homme ou toute femme. C'était d'ailleurs pénible pour tout le monde. C'était pénible pour les hommes et pour les femmes, puisqu'on ne pouvait pas sortir d'une stéréotype. Des schémas types, qui étaient des schémas que certaines sociétés ont peut-être entretenus ou construits d'une certaine façon. Et c'est vrai que là-dessus, les travaux de Jung ont été très intéressants. Parce qu'il a dit que l'homme, chez qui ce qu'on appelle l'animus, c'est-à-dire la part mâle et dominante, son travail de vie et ce qu'il a à conquérir, c'est sa part sensible et féminine, son anima, et qu'à l'inverse, la femme chez qui l'anima au départ, c'est-à-dire la dimension maternante, sensible, accueillante, etc., avait besoin, elle, d'aller à la conquête de son animus, c'est-à-dire devenir quelqu'un qui agit, qui décide. Je pense qu'aujourd'hui, la chance que nous avons dans nos sociétés, c'est que tout le monde a les moyens d'aller à la conquête de ça, et que l'inconvénient que nous avons dans nos sociétés, c'est que malheureusement, par les vecteurs de communication existants, on foule ces idées-là avec joie des pieds pour amener des vecteurs qui ne font que construire une autre forme de société aussi coercitive et clivante que celle que l'on prétend rejeter. Voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'on était dans une société où la liberté semblait être acquise pour chaque individu et on a un peu tendance aujourd'hui en effet à remettre des cases et des stéréotypes un peu qui sont pas forcément toujours très en lien avec par exemple la biologie. Alors on va quand même, avant de donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui ont certainement beaucoup de choses à dire et à réagir, la prostate, donc c'est par essence l'organe masculin. Donc oui. Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il y a une atteinte à la prostate ? Alors il faut savoir effectivement que autant on dit en psychologie que le mec il a plutôt un fonctionnement on-off, c'est-à-dire un fonctionnement simple pour pas dire simpliste, alors que la femme est un peu plus sophistiquée. Donc la femme a un système génital qui est beaucoup plus complexe et sophistiqué que celui de l'homme. L'homme, il a un système génital qui est extrêmement basique et simple, parmi lesquels la glande centrale s'appelle la prostate. Donc c'est une glande particulière qui a comme particularité d'entourer le canal qui permet d'évacuer les urines. Et les déséquilibres à la prostate se traduisent parfois ou se perçoivent par une difficulté à uriner qui arrive, on dit, avec l'âge, sur le temps, etc. La prostate, c'est la glande qui participe à la constitution du sperme et qui a donc un rôle majeur dans ce qui est la capacité de l'homme à féconder la vie. C'est un vecteur qui est un vecteur symbolique extrêmement puissant, puisque dans ses archaïsmes et ses archétypes fondamentaux, l'homme est effectivement le guerrier conquérant, chasseur qui va mettre en place de l'énergie pour aller amener les moyens pour que la vie continue à se développer, à exister, pour que la procréation puisse se faire. Cette notion est une notion qui est portée dans l'archétype inconscient des hommes. Lorsqu'il y a une atteinte, quelles que soient les raisons de cette atteinte, à la glande qui est porteuse de ça, il y a sans doute dans le vécu de la personne une phase de vie ou des impacts qui ont été signifiants pour lui d'une difficulté à pouvoir féconder la vie comme il pourrait. On est dans l'outil même de ce qu'est la puissance, et d'ailleurs les troubles de la prostate se traduisent par des problématiques d'impuissance.
16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons aujourd'hui la virilité avec Michel Odoul qui est avec nous. Je rappelle que votre livre est toujours là. Il a été augmenté. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Christophe, merci d'être avec nous. Bonjour Michel, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'ai écouté votre introduction. Alors, pour moi, la virilité se témoigne surtout par l'aspect physique et le ressenti sociétal qu'on peut dégager. Après, il y a l'aspect physique. Bon, après, l'aspect physique, c'est beaucoup plus intime. Mais la virilité, pour moi, se dégage par l'attitude qu'on peut avoir dans son milieu social. Cette capacité à montrer qu'on est viril par le physique, par son comportement, et puis par la possibilité d'aider son prochain ou d'aider sa famille parce que on peut être éventuellement physiquement menacé. Voilà, pour moi, c'est ça plus la virilité. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher, enfin ce que certaines féministes d'ailleurs reprocheraient, comme si elles n'auraient plus besoin d'un homme qui les sécurise, qui les protège. Ah oui, alors ça je suis pas sûr. Je crois que. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était ce que je pensais. J'ai bien dit certaines féministes. C'est pas non plus ce que pense. À mon avis, c'est pas non plus ce que pense la majorité des femmes, parce que moi j'entends beaucoup de femmes qui, en effet, aiment savoir qu'elles peuvent se reposer dans l'épaule d'un homme, etc. Et c'est de ça, c'est cet aspect-là dont vous parlez. Oui, moi je parle de cet aspect-là qui est important, il me semble, dans la virilité, et dans la confiance de soi, et que la personne qui est avec nous, les personnes qui sont avec nous, il y ait confiance lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème, on sait à qui faire appel. Moi j'ai eu des cas personnels où quand il y avait un souci, notamment quand je travaillais dans un milieu social où il y avait du monde, il y avait des clients qui étaient très agressifs. Je sais que chaque fois qu'il y avait un problème, c'est moi qu'on appelait. On m'appelait pour régler le problème et puis planter le décor et faire comprendre au client agressif qu'il fallait qu'il s'arrête. Qu'il se calme. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Vous faites 1m90, vous êtes assez baraqué? Ouais, ça, je fais 1m87, ouais. Physiquement je suis planté. Et puis j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur. Donc ça s'est prouvé quand je suis pas figé quand il y a un problème, surtout quand ça me concerne pas. Bizarrement, quand je ne suis pas concerné par le problème, c'est une personne qui est plus faible ou plus en difficulté. Là, ça décuple ma force et ma détermination. Donc là, mais en même temps, alors j'entends ce que vous dites et vous semblez en effet être courageux, mais je crois pas que ce soit forcément parce qu'on est grand qu'on dégage cette virilité. Je pense à certains comme Bruce Lee par exemple, qui a eu son succès à l'époque. C'était un tout petit bonhomme chinois qui était plus fort que tout. Mais là où je crois que ce que dit Christophe est assez juste, Michel Odoul, c'est qu'en effet on sent quelqu'un qui va pouvoir remettre de l'ordre et du calme. La virilité se traduit par la présence, se traduit par la densité qu'on amène, qui peut être une densité physiologique. Pourquoi pas? Ça n'est pas inutile dans un certain nombre de situations. Quand vous regardez par exemple des images où vous voyez les matchs de rugby ou de foot américain, etc., vous avez des gabarits, vous avez des individus qui ont une stature, qui ont une posture, qui ont une musculature, qui ont une présence, qui ont une densité, et qui sont des gens qui ont cette densité, cette virilité qui se manifeste à la fois parce qu'ils ont la masse physiologique et la masse musculaire, oui, mais parce qu'ils ont aussi cette espèce de chose qu'on appelle le yang en Extrême-Orient, c'est-à-dire une acuité pénétrante dans la manière avec laquelle on regarde l'environnement, avec laquelle on se l'approprie, on repère les choses, les attitudes et les situations. Mais pour rebondir sur ce que disait Brigitte, j'ai fait de l'aïkido pendant 23 ans, j'ai pas un gabarit, je fais pas 100 kilos, j'en suis loin de là. Ueshiba Sensei, qui est le fondateur de l'aïkido et qui était capable d'affronter
n'importe qui sur un tatami, etc., était un petit bonhomme et était quelqu'un... Parce que ça, mais par contre, quand vous aviez certains maîtres d'aïkido qui mesuraient 1m70 et qui pesaient une 60aine de kilos, vous aviez un tatami où il y avait 500 personnes dessus, on ne voyait que lui. C'est-à-dire que la densité, la présence... qui traduit la virilité, c'est-à-dire la pénétration de l'être dans l'espace. Oui, oui. Mais de toute façon, je pense au chef. On n'imagine pas un chef qui ne soit pas viril. Un chef d'armée ou un chef... on n'imagine pas qu'il soit pas viril. Et... C'est un peu le drame du monde du travail aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a supprimé la hiérarchie pyramidale pour la transformer en ce qu'on appelle une hiérarchie en râteau, où tout le monde discute. Et tout le monde est positionné au même niveau, ça pose un vrai problème, parce qu'il y a un moment donné... Parce qu'il n'y a plus personne qui prend de décision. Voilà. Or, la prise de décision, c'est-à-dire la pénétration par l'acte des choses, c'est une manifestation de la capacité à la virilité. Et non pas au fait de s'assujettir à un consensus mou dans lequel tout le monde va être d'accord. Et ce qui n'empêche pas, encore une fois, à une femme d'être chef d'entreprise et de prendre des décisions. On est bien d'accord. On n'est pas en train de nier mais dans ce sens, Christophe, oui, vous avez raison. Mais attention à ne pas non plus à en faire quelque chose qui soit d'ordre physique. Vous voyez ? Ah oui, tout à fait. Oui, non, et je passe rarement. Je passe rarement à l'acte, mais c'est vrai que de s'imposer déjà dans la posture, d'expliquer gentiment que voilà. Mais à mon avis, vous imposez même pas, Christophe. Vous êtes et vous dégagez quelque chose qui fait qu'on voit bien que il vaut mieux se calmer. C'est ça. C'est pas la peine de. C'est très gratifiant. C'est une phrase d'Audiard, hein, quand les grands se fâchent. Les hommes intelligents, les petits se taisent, hein, ou quelque chose comme ça. Quand les costauds se fâchent, les intelligents se taisent. C'est ça. Alors, j'ai mon réalisateur qui vient de me donner la phrase. Quand un homme de 130 kilos dit quelque chose, ceux de 60 kilos les écoutent. Voilà. Ah oui. Oui. Et puis après, il y a la vérité physique et sexuelle. Où là, oui, alors... Michel Odoul a plusieurs fois prononcé le terme de pénétrant. Donc là, oui, il y a quelque chose de l'ordre du pénétrant, évidemment, sur le plan sexuel. Je crois, hein, Michel Odoul, je crois que là... Il faut faire attention, parce que dans le monde d'aujourd'hui, pénétrant est traduit par soumettant. Alors que ça n'est pas du tout ça. Pénétrant, c'est fécondant. C'est-à-dire que je vais au cœur de ce que la vie potentielle peut accueillir de moi. C'est vraiment ça ce qui est symbolique derrière. D'ailleurs, vous avez raison, sans érection, on ne va pas féconder. Hein, ça, quoi qu'on en dise. Mais ce côté-là de la virilité, je pense qu'un peu... est secondaire, a un peu disparu par rapport à la société actuelle. Je pense qu'il y a 2000 ans, d'être viril physiquement, c'était plus significatif qu'à aujourd'hui. Oui, mais en même temps, les hommes ont souffert autant que les femmes, parce que un homme devait absolument faire preuve de virilité. Les femmes étaient totalement obligées d'être soumises, mais les hommes aussi ont souffert, parce que c'était obligé d'être fort, de pas pleurer, etc., etc. Donc on gagne tous à ce que ce soit plus souple. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ce qui est d'ordre biologique et d'ordre symbolique. Ce qui est amusant, c'est de voir comment les choses se retraduisent par le corps, parce que dans les anciens temps où la virilité, comme vous dites, était évidente, parce qu'elle était directement sexuée, elle se traduisait dans le visage, c'est-à-dire ce qui porte l'identité, par la barbe chez les hommes. Puis ensuite, les époques ont évolué, cette barbe a été rasée, elle a disparu, on a essayé de traduire la virilité ailleurs, et on se rend compte que dans les époques d'aujourd'hui, où la virilité est castrée dans pas mal de niveaux, la barbe réapparaît parce qu'il y a un besoin absolu, irréversible et incoercible de retraduire la virilité d'une autre façon. Oui, oui. Bon, ça va, j'ai pas eu besoin de me faire laisser pousser la barbe pour continuer à être viril. Tout va bien. On s'inquiète pas pour vous, Christophe, on s'inquiète pas. Votre prostate doit aller bien. Bon, merci en tout cas. Je surveille. Vous avez raison, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, merci de ce témoignage. On continue, bien sûr. N'hésitez pas, hein, c'est un sujet délicat, mais vous savez que sur Sud Radio, on parle vrai et je n'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat. On va se retrouver avec le Love Conseil. Pourquoi est-on obsédé par son ex ?
ex. Avec Michel Odoul, nous interrogeons sur ce qu'est la virilité et comment elle se manifeste dans le corps de l'homme. Venez en parler avec nous, 08 126 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Michel Odoul, on va revenir sur la virilité, mais en Love Conseil, je vais vous parler des ex. En principe, quand on est avec quelqu'un, on ne devrait pas être obsédé par les ex de cette personne, hein, puisqu'il est avec nous, c'est qu'il a quitté les ex. Alors pourquoi penser qu'il pourrait revenir avec une ex ? Ça traduit forcément une difficulté à avoir confiance en soi et en l'autre, ou en l'autre plus exactement. Donc il faut comprendre pourquoi vous attachez une telle importance à quelqu'un que a priori vous connaissez peut-être même pas, et ça a à voir peut-être quand même avec ce qu'on appelle la fameuse rivalité. On se sent donc en rivalité par rapport à l'ex, et c'est bien la preuve que vous vivez une répétition qui ne concerne que vous. C'est pas. Alors évidemment, si votre compagnon actuel appelle son ex tous les soirs, là, je comprends qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est pas le cas, eh bien, vous avez sans doute tendance, de manière peut-être inconsciente, mais en tout cas, à penser que vous êtes toujours le deuxième, le second, la seconde, et que ça veut dire qu'il y a quelque chose à dépasser, sinon vous risquez d'être de plus en plus jaloux de cet ex, et ça risque de finir par poser un problème dans la relation. Ah ben oui, parce que la peur de quelque chose fait qu'on se comporte de telle manière que cette chose arrive. Exactement. Ça, c'est un des grands classiques, et dans ce que vous évoquez, c'est là où les travaux de Jung peuvent être intéressants, parce qu'avec le principe de la projection, on connaît aussi sous la notion de l'effet miroir, il y a vraiment à se poser la question que si on a effectivement un vrai souci par rapport aux relations de notre compagnon ou compagne avec son ex, c'est qu'il y a à s'interroger sur ce que nous ferions, nous, dans la même situation que la sienne. C'est-à-dire dans quelle mesure nous sommes quelqu'un qui aurait la fiabilité que nous pensons que l'autre n'a pas. Par exemple, il y a ça vraiment peut être à ça réfléchir aussi. sur cette dimension-là, parce que sinon c'est un vrai ver dans la pomme, c'est un vrai poison. Si en permanence on est habité par cette espèce de crainte, etc., on va avoir des attitudes qui sont des attitudes qui vont finir par mettre l'autre en tension. Et quelqu'un qui est en tension, en général, il a plutôt tendance à aller regarder ailleurs. Évidemment. On retrouve Jérôme maintenant qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, je suis assez toujours touché de participer à l'émission. Je commence à être un habitué. C'est la 3e fois déjà que je participe. C'est bien, très bien, merci. Je suis assez fier d'avoir fait participer mon épouse la dernière fois, il y a quelques mois, justement, avec Michel. Et voilà. Alors l'émission d'aujourd'hui, je trouve intéressant de pouvoir témoigner parce que sans être le mâle alpha moyen, mais je pense avoir fait partie de ces gens qui, jeunes, je parle post-adolescence, etc., voulaient justement être le number one, avoir le plus joli ci, le plus joli ça, ou les plus beaux pecs, ou je ne sais quoi. Et certainement que ça devait faire partie de ma construction à l'instant T, mais très rapidement, je dirais autour des 25 ans, ouais, à peu près ça, je me suis presque battu contre ça. Donc au début pas trop, c'était juste je mettais ça de côté, j'avais plus besoin de ça. Et plus les années passent, aujourd'hui j'en ai 46, plus les années passent et plus justement je me bats, même si le mot est un peu fort, voilà, mais je me bats contre ces gens-là, entre guillemets. Et pourtant, je suis rentré à 18 ans dans les armées, dans l'armée de terre, et sans forcément être un commando, voilà, j'ai fait mon bout de chemin, mais les missions, les OPEX qu'on connaît aux armées, donc voilà, j'ai évolué dans un milieu plutôt macho. Et malgré des fois certaines critiques ou quoi par rapport à mon positionnement, j'ai tenu bon. Et j'en suis assez fier aujourd'hui. Quand je dis ça, des critiques, des trucs, moi j'ai jamais eu de comportement ni efféminé ni quoi que ce soit, mais très rapidement, voilà, autour de 25 ans, quand je me rends compte que voilà, c'est pas parce qu'on a un mec qu'on doit forcément être un bûcheron ou j'en passe et des meilleurs. Et je prenais soin de moi, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau de, je sais pas, de l'épilation, soin de visage, thalasso, j'en passe et des meilleurs. Et là, je vous laisse imaginer qu'à l'époque, surtout dans les armées, quand on fait ça, on est déjà une taffiole, pour faire simple.
Mais je n'ai pas cédé et puis aujourd'hui j'en suis plutôt fier. Et donc alors là j'exprime plus du tout le besoin de comment je dirais, de me positionner par la force ou le corps, même si je suis plutôt sportif. Justement, j'aurais tendance à pas me féminiser, parce que je sais pas si le mot est bon, mais avoir les choses, avoir le monde, avoir la vie avec plus de finesse. Voilà, clairement. Et oui, mais cela étant dit, on voit bien qu'il y a eu... alors, il faut quand même avoir un peu d'indulgence. Quand on a 15-20 ans, on se construit. On ne sait pas exactement qui on est. On a besoin de repères. Si on a eu... en tant qu'homme, puisque vous témoignez en tant qu'homme, on a eu un père sur lequel on a envie de se construire, c'est facile. Si c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Si on a eu une mère qui nous a un peu castrés, c'est plus compliqué. Vous voyez, tout ça. Et puis après, à un moment donné, et c'est ce que j'entends chez vous, visiblement, vous vous êtes trouvé et vous êtes en paix à la fois avec votre part de virilité, et puis en même temps, vous vous sentez pas obligé de montrer que vous êtes un homme. Exactement, ouais, je crois que c'est ça. Et quand je me dis je me bats pas, mais parce que j'ai autre chose à faire de ma vie que de me battre à chaque repas de famille contre ces gens qui seraient pas comme moi. Mais voilà, ça arrive que j'essaie de faire un peu changer les choses. C'est compliqué. Encore la dernière fois, je suis tombé sur un jeune de 18 ans qui est le fils d'un ami et ça me surprend aujourd'hui en 2025 de voir des gens de son âge tenir des discours complètement misogynes, etc. Je ne vais pas passer les détails, on va pas refaire la discussion. Mais on essaie de faire prendre conscience, mais c'est... Oui, mais ça parle de lui et de quelque chose qu'il n'a pas... qui forcément... Oui, je crois que si vous voulez, on est dans toujours le même problème et le même hiatus de confusion des genres. À nouveau, que la virilité n'est pas obligatoirement la force, que la puissance n'est pas obligatoirement la violence, etc. Et pour ça, il y a des éléments qui sont des éléments culturels. Vous faisiez une référence à l'armée. Bien sûr qu'on peut avoir un certain regard sur une certaine catégorie des gens qui sont dans l'armée. Mais il y a une certaine catégorie des gens qui sont dans l'armée, j'en connais un certain nombre, chez qui les choses sont totalement pacifiées et équilibrées, et qui sont au contraire des gens chez qui la virilité est au juste niveau, mais qui sont dans une capacité d'accueil, d'écoute et de protection. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai vu ça transparaître le plus fortement parmi des gens qui s'appellent les gens de la Légion, les légionnaires. Légionnaire où il y a un esprit de corps, une espèce d'entraide, une espèce même d'affection qui existe entre les individus, qui a rien à voir avec la sexualité, qui a à voir simplement avec le fait que quand une virilité est apaisée, et il est peut-être là le problème, il n'y a aucun problème avec ce qui n'est pas la virilité. La mythologie, d'ailleurs, elle nous la renseigne aussi à nouveau. Peut-être que si nous avons une difficulté à le comprendre parce que nous avons de moins en moins de culture. Et quand on regarde par exemple l'histoire d'Hercule, s'il y a un héros musculeux, puissant et qui était symbolique de la virilité, c'était bien Hercule. Il était capable de dépasser toutes les épreuves. D'ailleurs, les premières qu'il a faites, c'était vraiment dans la lutte contre, et il a tué dans les 2 premières épreuves. Puis après, il a pu tuer, il a simplement capturé. Puis après, il a pu capturer, mais il a simplement séduit. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une progression déjà dans la démarche et la manière de résoudre les épreuves, qui est le processus de vie que vous déclarez. Mais en plus, ce qu'on sait peu, c'est qu'à la fin de ces épreuves, on dit dans la mythologie qu'à la fin de sa vie, Hercule était langoureusement allongé au pied d'Omphale, qui était sa femme, et il l'aidait à filer de la laine. C'est-à-dire qu'on voit Schwarzenegger allongé au pied de sa femme en train de filer une pelote de laine. C'est-à-dire qu'il n'y a là-dedans rien de ridicule ou de ridiculisant. Il y a simplement le fait qu'une virilité qui a été réalisée et assumée, quand elle est apaisée, elle n'est pas niée, mais elle permet à l'autre d'exister. Et ça, c'est Hélios et Luna qui nous le disent. Hélios, c'est le soleil, Luna, c'est la lune. Quand ils ont été élevés au stade de demi-dieu, eh bien Hélios a laissé une part équivalente dans le temps de la journée à Luna, la lune, ce qui fait que lui, en tant que soleil, il a brillé le jour, et elle, en tant que lune, elle a brillé la nuit. Et il y a donc, dans le principe même de vie, le fait que pour chacun, on part des innéités qui sont les nôtres. C'est pour ça que ce jeune de 18 ans, peut-être parce qu'il est d'ailleurs dans un environnement qui exacerbe ça, il est caricatural dans sa pseudo-virilité, mais qu'au fur et à mesure de sa vie, il suivra peut-être un parcours équivalent au vôtre. Et plutôt que de vous opposer peut-être à lui, faut-il simplement juste lui montrer qu'on peut être apaisé quand on est viril. Alors, oui, sans vouloir vous couper, moi je ne m'oppose pas, mais j'ai essayé de faire prendre conscience lors de ce repas, là on était quelques couples, ce qu'il racontait c'était un petit peu
un petit peu grossier, que c'est un petit peu n'importe quoi. Et mais c'est parce qu'il a peur. Ouais, je pense. Bon, ça m'ennuyait parce que je mais pense que qu'est-ce qu'il disait, par exemple, pour qu'on puisse bien comprendre? La discussion, elle est partie, ils avaient eu dans le lycée dans lequel il est, je crois que c'est un lycée professionnel d'ailleurs, il me semble, des journées un peu LGBT, une chose comme ça, sur la sensibilisation à la différence, oui, d'accord, oui. etc. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, moi les enfants sont déjà grands pour nous, donc voilà, on n'a pas connu ça, il n'y en avait pas. Voilà, bref, donc, journée sur la différence, etc. Et donc, lui se sentant plus mal que mal, il a déjà pas aimé cette journée-là, et puis il a fallu qu'il tienne le crachoir dans la classe. Mais vous voyez, ça confirme bien ce que dit Michel Odoul, c'est-à-dire que n'étant pas suffisamment sûr de sa virilité, d'entendre qu'on peut, en tant qu'homme, être homo ou même de devenir femme, ça l'a mis en danger sur sa propre virilité sur laquelle il n'est pas encore suffisamment sûr. Donc on voit bien que ça ne parle que de sa peur, et au fond tout ça n'est pas très grave, quoi. Ah non, c'est pas grave. Moi je pense que ça a juste gâché l'instant et le moment, parce que si c'était une classe de 30, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a tenu le crachoir avec les gens pendant la moitié du temps, et ça gâche l'instant pour les 29 autres élèves, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Et puis surtout d'être aussi borné, quoi. Même si on a des idées reçues, oui, mais vous savez bien que les peurs, c'est ce qui rend les gens on s'accroche le plus quand on a peur, hein. Ouais. Puis vous dites ça aujourd'hui, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez dit à 18 ans? Oui, non, mais là-dessus, complètement d'accord, vous ne moucherez pas, hein. Moi, je suis le premier, je témoigne pour ça. C'est bien. Mais, alors oui, donc du coup, je rejoins Michel j'ai un peu travaillé avec des légionnaires, mais pas beaucoup, en OPEX un peu, et pas mal aimé travailler avec eux pour le pragmatisme, surtout pour le charisme militaire. Mais surtout, moi, j'ai connu ce qu'évoque Michel chez des gens, on appelle l'armée des FS, les forces spéciales, et du coup des gens qui ont une grande maîtrise de soi, etc., et qui sont tous sauf des bodybuildés souvent. Oui, absolument. Je parle des fesses plutôt côté renseignement, plutôt que force spéciale muscle, on va dire, quoi, parce que on pourrait séparer en deux, quoi, les fesses en France. Oui, mais pas que. Vous savez, moi, je suis intervenu un certain nombre d'années au ministère des Armées pour la mission handicap, qui est la mission qui s'occupe des gens qui ont été blessés sur des terrains de conflit, etc., etc. Et donc, on a des gens qui ont été fracassés par les rencontres qu'ils ont eues, la violence qu'ils ont rencontrée, etc., etc. Mais ce qui émane et ce qui émerge de leur discours, la manière avec laquelle ils deviennent absolument incroyablement des leçons vivantes et capables de dépasser justement ces notions premières et binaires de cette opposition, c'est la façon avec laquelle ils analysent qu'est-ce qui les a conduits à ça. Et tous, ils traduisent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu le moment où ils sont rentrés, où au contraire, ils se sont retrouvés face à une mauvaise virilité. Et je me rappelle de l'un des grands responsables d'une des forces qui se trouvait à l'époque, quand il y avait les événements à Sarajevo, etc., qui s'est retrouvé sur le pont au milieu, il était dans la force militaire européenne qui était intermédiaire. Il s'est retrouvé entre les Serbes et les Croates d'un côté. Ils étaient armés tous les deux et ils voulaient vraiment en venir aux mains. Enfin, même ils voulaient en venir aux balles et à la mitraillette. Et lui, il était avec 2-3 gars au milieu, et c'était lui qui avait la charge d'essayer de contenir un petit peu tout ça. Et quand il a vu que ça allait exploser, eh bien, il a fait une chose qui est absolument incroyable. Il a pris sa mitraillette, il l'a défait de sa bretelle, et il l'a posée au sol, et il a demandé à ses hommes de faire pareil. Ça a désamorcé les deux côtés de la violence. Oui, et quand la personne elle est là en face de vous, c'est-à-dire elle l'a vécu dans la réalité, c'est-à-dire on est au-delà du fantasme ou de la théorie, vous vous rendez compte, et je vous dis pas la présence qu'il devait avoir tout seul au milieu du pont, à main nue, face à ces gens-là. Et c'est pourtant ça qui a désamorcé. Parce que là, on a été en présence de quelqu'un qui exprimait réellement le fait d'être droit, d'être présent, d'être pénétrant, et donc d'être viril dans ce qui est le moment de l'action, alors qu'en face, on avait des gens qui étaient dans la force et la brutalité. Bon, on va l'envoyer en Ukraine, hein. Non, je plaisante. Oui, mais c'est vrai que c'est absolument incroyable les histoires et les leçons qu'on prend là-dessus. Mais la réalité dépasse toujours la fiction. Voilà. Et on voit les faux débats qu'il y a aujourd'hui dans les rapports de force qui sont instaurés dans notre monde. Mais bon sang de bonsoir.
qu'est-ce que ça serait plus simple si on apaisait les choses. Et je crois que une virilité apaisée va accueillir un féminin apaisé. Mais et c'est qu'un bien pour féminin ça apaisé va accueillir une virilité C'est bien apaisée. pour ça que je voulais ainsi de parler suite. de virilité avec vous, Michel Voilà. Odoul, pour arrêter cette guerre des sexes. Merci en tout cas, Jérôme. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu, et on parle aujourd'hui donc de la virilité et plus particulièrement également de la prostate avec vous, Hugues, je crois. Hein. Bonjour Hugues. Oui, bonjour Brigitte, et bonjour Michel Odoul. Bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, c'est un événement, je dois vous le dire, Brigitte, parce que je vous connais de par les ondes depuis très longtemps et c'est la première fois, donc c'est un grand jour pour moi aujourd'hui d'intervenir à l'antenne parce que. Ben, merci. Bah écoutez, voilà. On vous accueille avec beaucoup d'empathie. C'est gentil. Merci. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est intimide comme moi, ça s'entend pas forcément, mais c'est le fond que c'est mon fond. Enfin, j'ai un grand fond de timide. Voilà. Ce qui va être en lien aussi avec le sujet. Et plusieurs fois, j'ai voulu, donc je ne suis pas comme l'intervenant précédent qui en est a priori, qui est un habitué, mais donc plusieurs fois j'ai voulu intervenir au fil de ces dernières années, puisqu'il a été régulièrement question des problèmes des hommes et de la prostate, et à l'époque, en fait, on va dire que j'étais concerné par un début d'hypertrophie, et relativement jeune, puisque ça a commencé pour moi à l'âge de 51 ans. Je viens d'en avoir 57 il y a un mois et demi, en avril, voilà. Et donc cette histoire de prostate, d'hypertrophie qui a démarré, donc étant donné mes PSA qui évoluaient, tout ça a pris une forme assez stressante parce que mon père ayant fait un cancer de la prostate à l'âge de 62 ans, c'était il y a 18 ans, et il avait subi l'ablation assez rapidement. Donc voilà, Brigitte, tout ça, ce qui entraîne beaucoup de peur, d'inquiétude dans la vie, et voilà, j'ai entendu donc tout à l'heure la description de Michel par rapport à la symbolique, hein, donc par rapport à la signification des problèmes qui touchent la prostate, c'est-à-dire les inflammations, hypertrophie et voilà toute la symbolique sur la rétention d'urine. Et en fait, moi, dans mon témoignage, donc je disais à la personne que j'ai eue à l'accueil avant d'intervenir, c'est que donc cette histoire qui a duré 4-5 ans où je suis suivi par un neurologue, finalement a évolué en tout début de cancer. Donc c'est une nouvelle que j'ai apprise il y a un mois à peine, et voilà, je suis en train de digérer tout ça, en étant conscient qu'il y a des choses à faire. Et même si on me place plutôt en surveillance active, parce qu'aujourd'hui on ne procède plus aux opérations, aux interventions de radiothérapie ou chirurgie aussi systématiquement, j'ai l'impression qu'on avait l'habitude de le faire, qu'on le pratiquait il y a une quinzaine d'années. Et voilà, et c'est vrai que je m'interroge par rapport, j'ai écouté Michel attentivement tout à l'heure par rapport à cette signification en fait de ce problème qui nous touche à la prostate. C'est vrai que ça touche à notre intimité, et c'est comment dirais-je, c'est un impact fort au niveau de l'émotionnel. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Et voilà, et je suis quand même encore relativement jeune. J'ai eu un parcours au niveau de ma vie affective, vie sentimentale très parsemé de comment dirais-je, avec de très longs moments de solitude comme je le vis actuellement, c'est-à-dire un pur célibat sans même pouvoir vivre une relation passagère. Et c'est vrai que quelqu'un qui m'aide un peu sur mon chemin m'a parlé de cette perte de puissance et je crois que c'est ça qui m'a parlé quand j'ai entendu la vie de Michel. Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à Hugues justement? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que déjà avec l'histoire paternelle, 62 ans, on arrive au 3e défi uranien. Il y a une cyclique qui est une cyclique très précise par rapport à ce qu'est l'image du père dominant et hyper fécondant.
56 ans, on arrive, ou 57 ans, je crois, on arrive à la fin du 2e cycle saturnien, là aussi, avec une représentation Saturne dévorer ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous avez dévoré les vôtres. Ça veut dire que vous avez empêché les vôtres d'exister. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on trouve derrière les tensions, les adénomes prostatiques, les hypertrophies, voire plus, au niveau de la prostate? Soit l'exercice excessif de la puissance vers l'extérieur, ce qu'on rencontre chez beaucoup de personnes dominantes, puissantes, agissantes, avec une sexualité débridée, ou au contraire l'existence de la puissance contre soi, c'est-à-dire la retenue excessive. Vous vous êtes trop empêché de féconder votre vie. Vous vous êtes trop empêché de féconder le monde. Vous êtes trop empêché, regardez, même déjà, ne serait-ce que pour téléphoner ici et pour un témoignage. Fallait-il que vous arriviez là pour vous donner le droit de commencer à parler de vous, de poser, d'expliquer. Il faut que vous vous redonniez un droit qui est celui qui est le droit consubstantiel à chaque vivant et à chaque être humain, à sa manière, dans son contexte et dans son environnement, de se permettre de faire, de dire, d'agir, de pénétrer, de féconder, d'oser quelque chose. On n'est pas là pour être aimé parce qu'on est diaphane ou transparent. On est là pour être aimé parce que, à travers, notamment, par exemple, une certaine virilité, c'est-à-dire une certaine présence qui peut être masculine comme féminine, être capable de dire « je » avec un J majuscule et de se donner le droit. Oui, donc peut-être qu'il est temps de manifester justement votre puissance. Oui, comme vous l'avez fait. Peut-être que le fait rien que de nous avoir appelés, ça peut provoquer un déclic qui va vous permettre de faire, d'agir. Oui, c'est vrai que curieusement, j'ai pris la décision de prendre ce téléphone aujourd'hui, alors que, comme je vous l'ai dit, ça fait à plusieurs occasions, j'ai bien voulu, j'avais bien envie d'intervenir. Pourquoi aujourd'hui? Mais oui, c'est vrai que c'est cette notion de puissance que je dois retrouver en moi, parce que bon, voilà, je vous ai dit mon âge, je suis pas tout jeune non plus sur le chiffre. Après, on me donne beaucoup plus jeune que mon âge réel. Bon, bref. Mais si vous voulez, moi, c'est vrai que j'entends que j'ai cette difficulté à m'exprimer ou à poser ou à parler de... Écoutez, en tout cas, vous vous êtes exprimé très bien, donc maintenant profitez de ce message que vous envoie Michel Odoul pour agir, soyez pour faire. Et puis... 57 ans, vous avez de la marge. Alors c'est vrai que là, oui, merci Michel. C'est vrai que bon, on m'a annoncé cette lésion qui est petite, qui fait 8 mm dans la périphérie droite de la prostate, qui finalement qui s'avère cancéreuse puisqu'on m'a fait une biopsie et il y a eu 2 points de ponction qui ont laissé apparaître la présence de cellules cancéreuses. Aujourd'hui, donc moi, ma volonté, c'est de me soigner ce début de cancer. Donc je suis en train d'étudier toutes les solutions alternatives. Je dis ça aussi pour tous les autres auditeurs, parce que c'est vrai. Pas que. Faites-vous suivre quand même. Oui. Privilégiez effectivement les solutions non invasives, mais en même temps que vous êtes suivi de la manière classique qui convient, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner. Il y a 2 choses fondamentales qui peuvent vous aider, que ce soit l'ostéopathie ou les techniques shiatsu, parce qu'à travers des repositionnements, notamment vertébraux, vous allez permettre à des flux de commandes, à des commandes neurologiques de refonctionner correctement et peut-être de libérer un petit peu plus la zone. Il faut savoir que les cellules cancéreuses, si on arrive à relancer le système immunitaire, c'est la grande mode aujourd'hui, l'immunothérapie, que si effectivement on relance le système immunitaire, on va permettre de traiter et de gérer la chose un peu mieux. Merci en tout cas Hugues, on se retrouve tout de suite après les infos. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio avec Sud Radio. Sud Radio, c'est le média exceptionnel. Moi, c'est celui auquel je suis abonné. C'est la radio qui réellement donne la parole aux gens et sur lesquels il y a des débats contradictoires. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Michel Odoul et je rappelle que votre dernier livre, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, a été augmenté avec les maladies un peu auto-immunes qui malheureusement sont plus fréquentes qu'il y a 30 ans, puisque c'était il y a 30 ans quand même la sortie de Dis-moi où tu as mal. Le micro pour Michel Odoul, merci. C'est mieux. Oui, c'était il y a 30 ans, effectivement, et il y a de nombreuses pathologies en plus, comme effectivement les maladies auto-immunes, toutes les problématiques d'allergie, mais aussi les problèmes d'apnée du sommeil, de fibromyalgie, c'est-à-dire toutes ces
pathologie particulière qui signe que le rapport que nous avons instauré au vivant dans nos sociétés modernes n'est pas obligatoirement le plus équilibrant et le plus équilibré. N'est-ce pas? Alors, nous n'avons pas pu garder plus longtemps Hugues parce qu'il y avait les infos, et puis on a vu, on les a déjà rendus en retard. Oui. Mais Hugues voulait ajouter aussi quelque chose, puisqu'il a un petit peu des pannes d'érection, et que forcément, il se sent moins viril. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'entends très, très, très souvent. D'ailleurs, on parlait d'impuissance quand il y avait des pannes érectiles. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on n'utilise pas, qu'on n'utilise pratiquement plus, et c'est pas pour rien qu'on l'utilise plus, parce que c'est vrai que dire à un homme qu'il est impuissant, c'est toucher à sa virilité. Est-ce que c'est la même chose finalement, Michel Odoul? C'est même beaucoup plus que simplement toucher à sa virilité, c'est toucher à un archétype fondamental qui est que l'être humain, pour se rassurer par rapport à une vie dont il ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et une échéance de cette vie qui lui fait peur, il a besoin d'avoir un sentiment de puissance par rapport à la vie, au vivant, dans tous les sens du terme. Et les vecteurs de puissance, par exemple, chez un homme, ils se traduisent par un certain nombre de manifestations physiologiques, dont effectivement la puissance sexuelle. Moi, je ne suis qu'une femme, je ne sais pas ce que c'est qu'une érection, mais je peux tout à fait imaginer qu'on doit se sentir puissant lorsqu'elle se manifeste. Oui, et d'ailleurs, en tant que femme, très souvent, on va chercher cette puissance-là sur le plan sexuel. Et ça se manifeste dans d'autres zones corporelles, quand il y a les pointes des seins qui se dressent et quand on a certaines réactions au niveau des zones clitoridiennes. Oui, mais enfin, un mamelon ou un clitoris par rapport à un pénis, excusez-moi. Une manifestation physiologique de quelque chose qui se dresse. J'entends bien. Mais c'est pas la même vision de puissance que sur un plan tout à fait réel. Sachez qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est la même énergie qui gère les deux. D'ailleurs que le point entre guillemets Viagra, c'est-à-dire celui qui va redonner de l'impuissance au masculin ou au féminin, c'est le même. C'est-à-dire que il faut bien comprendre. Sauf que la puissance de la vie chez les femmes, c'est l'appropriation de cette vie, c'est le fait de la créer, de la porter en soi. Alors que celle du mec, c'est de la projeter dehors, c'est de la manifester. Et en ça, effectivement, bien sûr que la puissance du sexe, elle est quelque chose qui est un signal fort. Et quand ça vous échappe et ça ne vous appartient plus, vous avez l'impression qu'une partie de vous-même ne sert plus à grand-chose, voire même vous avez quelque part l'impression d'être d'ailleurs, d'une certaine manière, les femmes vont le comprendre, parce que pour certaines femmes, la ménopause, c'est aussi une perte de puissance, sens justement, puisqu'elles ne peuvent plus procréer. Oui. Donc on voit bien, encore une fois, dans notre inconscient collectif, à quel point la reproduction joue un rôle essentiel, et c'est important toujours de se le rappeler. La reproduction, la capacité à agir et à faire, la capacité à produire des choses. Et c'est d'ailleurs, si j'osais dire, faire une analogie très triviale, la ménopause des hommes, il y a encore quelques années, c'était le départ à la retraite. Et on n'imagine pas les dégâts que faisait le départ à la retraite chez un certain nombre d'hommes. D'ailleurs, le chômage pour les hommes, ou le chômage pour les hommes, est quelque chose qui parfois est vraiment vécu de manière très 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 traumatique. Qui pouvait conduire jusqu'à la mort. Jusqu'au suicide, absolument. Daniel, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc, écoutez, moi, je suis déjà intervenu dans vos émissions et je vais aborder ça sous l'angle plutôt des seniors. Puisque moi j'ai 64 ans, oui. J'ai véritablement, commencé à vivre ma vie après ma séparation il y a 15 ans, et c'est vrai que j'ai eu un certain nombre d'expériences avec des femmes, mais j'ai aussi travaillé dans un siège social, on parle, etc. Donc ce que je vais vous dire, c'est plutôt à la fois mon expérience, mais aussi ce que j'ai entendu ou ce qui m'a été dit. Comme vous l'aviez dit, Brigitte, une fois, vous avez des femmes qui vous racontent des choses très intéressantes et qui vous en disent des choses. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, le détournement de virilité vers l'extérieur. C'est vrai que et j'ai constaté aussi avec des amis à moi, et en parlant, qui étaient, je parle dans leur vie intime, qui étaient très virils quand ils étaient plus jeunes, et progressivement, cette virilité s'est détournée vers leur ascension professionnelle. Et en quelque sorte, si je vais résumer, avec le temps, ils bandaient plus en regardant leur tableau Excel et leurs chiffres croître et prendre un pouvoir dans leur entreprise en devenant directeur France, directeur d'un département. Et en même temps, en parallèle, ils laissaient complètement leur épouse, donc c'était quelque chose de complètement. On avait l'impression qu'il y avait un transfert de leur virilité, de leur intimité. On appellerait ça une sublimation.
Voilà. Enfin, à moins de vous le voyez plutôt de manière négative, mais ça peut être vécu de manière positive. En tout cas, ils voyaient leur virilité dans les courbes Excel qui montaient. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai eu de retour de leurs ex-femmes que j'ai connues après, donc c'est pour ça que j'avais plutôt de côté négatif. Mais alors je vais un peu les défendre, c'est peut-être parce que leurs ex-femmes refusaient les rapports sexuels qu'ils se sont retranchés dans leur travail. Vous savez, on n'est jamais sous la couette avec le couple. Hein. Ben moi je sais, c'est ce que j'ai connu dans ma propre vie avec ma première union, donc ça je peux tout à fait l'entendre aussi. Ce que je vois aussi, c'est avec d'autres personnes de mon âge. Moi, je suis quelqu'un donc qui n'a pas de problème dans le sens où je suis. Le fait de se sentir viril, on est plus sûr de soi, on prend des initiatives. Je ne me sens pas, j'ai pas peur des situations dans lesquelles je me trouve. Lorsque je fais l'amour avec une compagne, je ne me trouve pas à me poser la question sur la panne ou quoi que ce soit, parce que le fait de j'ai la chance de ne pas avoir de problème de prostate ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça donne une certaine assurance. Dans l'intimité, la femme se sent désirée, elle voit le désir qu'elle me procure, et je sais que je pourrai la pénétrer sans aucun problème au moment où elle le souhaitera et comme elle le souhaitera. Et c'est vrai que ça donne une assurance, et cette assurance, je la retrouve aussi au quotidien. Enfin, c'est plutôt parce que vous avez une assurance que vous êtes sûr de vous. Vous inversez un peu les rôles là. C'est bon, tant mieux pour vous. Vous avez confiance en vous. Vous avez une bonne estime de vous-même et vous êtes assez bon. Donc tant mieux pour vous. Mais souvent c'est plutôt le contraire qui se passe. Hein. C'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, donc on n'est pas sûr d'y arriver, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Oui, c'est bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Odoul? Oui, puis ça, ce qui peut se traduire d'ailleurs par la panne ou par l'éjaculation précoce. C'est-à-dire, ce sont les manières avec lesquelles on met en place un système de sabotage, parce qu'il y a une insécurité fondamentale par rapport à notre capacité à faire. C'est exactement ça. C'est exactement ce que vous avez exprimé beaucoup mieux que moi. Voilà, exactement. Et donc sinon, en ce qui concerne... Et d'ailleurs, ce qui est important, bon, pour l'instant vous avez 64 ans, hein, je veux pas, vous allez peut-être être encore tranquille une vingtaine d'années, on va être positif. Mais ce qui est difficile en fait pour un homme qui vieillit, c'est d'accepter d'être un petit peu moins justement dans cette sécurité-là, et c'est ça aussi qui demande aux hommes d'accepter de l'âge qui arrive, et puis c'est tout. Ce que je constate, moi, c'est justement un certain nombre d'hommes que je connais, et puis j'ai parlé avec certains amis, et puis il y a des femmes aussi qui m'en ont parlé par rapport à leurs ex-compagnons, ou des fois carrément avec leur mari. C'est vrai qu'à un moment donné, la baisse de testostérone se traduit par une baisse d'envie, une baisse dans la vie courante aussi. Une fatigue aussi. Oui, c'est ça. J'ai pas envie de sortir, sans moi, faites ci, faites ça. Et puis également, quand la femme est demandeuse, mari, non, je suis fatigué, ou il est plus demandeur par lui-même, c'est sa femme qui est obligée de demander. Et l'autre jour, j'ai assisté, il y a quelques mois, on était avec un groupe d'amis comme ça, et puis il y avait un monsieur qui était un tout petit peu plus âgé que moi, et qui à un moment donné, il savait un petit peu, il faut dire aussi, qui commençait à se vanter des conquêtes qu'il avait fait avant de connaître sa femme, etc., et qu'il était et sa femme qui lui sort, excédée d'entendre ça, qui lui dit mais arrête de raconter tout ça, ça fait 10 ans que tu me touches plus. C'est pas très gentil de... Non, mais bon. C'est pas gentil, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ce que j'avais un peu l'impression, quelque part, moi je juge pas, hein, c'est simplement que, c'était un monsieur qui vivait en fait sur son passé, en se remémorant ce qu'il avait fait, mais bon, le problème c'est qu'elle n'a pas été très fine de sortir ça devant tout le monde, ça se fait pas. Mais voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque, je pense. On va dire que le couple n'est peut-être plus en totale harmonie. Mais bon, on rentrera pas dans les détails. Après tout, c'est pas eux qui témoignent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous dis pas qui c'est, donc. Je vous le demande pas. Merci Daniel, en tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause et on continue dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et nous évoquons aujourd'hui donc la virilité. Et c'est David qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour Brigitte et bonjour à Michel Odoul. Bonjour. Merci de témoigner, David. Oui, alors moi c'est assez étrange cette histoire de virilité, puisque c'est assez récemment dans ma vie d'homme que je me suis aperçu que j'étais viril.
Je veux dire par là, c'est que jusqu'à la rencontre de mon épouse, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, j'ai la cinquantaine bien entamée, je ne me voyais pas ou je ne m'envisageais pas avec un aspect viril. J'étais un gentil garçon, un homme, etc. Mais je ne me voyais pas du tout que je pouvais avoir cet effet viril. Et celle qui me l'a révélé, c'est mon épouse actuelle et qui m'a fait ressentir que j'étais viril. Donc c'est une sorte d'effet miroir qui a été nécessaire pour moi, pour m'apercevoir que j'avais cette palette-là aussi dans ma personnalité, mais que je ne m'en apercevais pas du tout. Ça a été un effet de révélation, oui. Exactement. Mais en même temps, vous n'étiez pas, entre guillemets, efféminé. J'aime pas ce mot d'ailleurs, je le trouve ridicule. Mais Non, j'aurais plutôt dit à la limite neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'était pas un sujet pour vous, en fait, j'ai l'impression. Exactement, j'étais pas du tout dans une affirmation comme peut avoir certains hommes où ça sent la testostérone de partout et dans l'expression permanente et presque moi j'étais resté plutôt un enfant, vous voyez, dans la propre vision que j'avais de moi-même. Et donc quand on pense qu'on est un enfant, je pense qu'on émet peut-être des signaux à l'extérieur qui sont plutôt enfantins. Alors vous la rencontrez après 40 ans, si j'ai bien calculé, oui. Hein, c'est ça, oui. Est-ce que justement, en tant qu'homme de plus de 40 ans, vous aviez déjà eu des enfants ou pas? Oui, j'avais déjà eu des enfants, j'avais déjà eu une longue histoire. Et vous vous en êtes occupé en tant que père Oui. Et je dirais sexuellement, ça va, il y avait une activité aussi, mais c'est vraiment ma compagne actuelle qui m'a révélé cet aspect-là. Alors moi, ce que j'ai tendance à penser dans ce que vous dites, parce que c'est assez bizarre, parce qu'on sent que vous étiez un homme tout à fait bien et bien dans votre peau d'homme. Enfin, je veux dire, il y avait pas. J'ai l'impression que pour elle, le côté viril et yang de l'homme est quelque chose d'essentiel. Et donc, elle a dû remarquer ça chez vous et beaucoup appuyer dessus, ce qui vous a fait prendre conscience de votre virilité. Est-ce que je me trompe? Ça peut être en effet une vision de cette nature. Vous voyez, c'est plus sa projection à elle qui vous a fait, me semble-t-il. Exactement, oui, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est en tout cas pas ce qui avait été. J'avais le symptôme, mais je savais pas ce qui avait concouru à sa manifestation. Et oui, certainement que pour elle, ça j'en suis sûr, la virilité chez un homme, ça compte. Et moi, si on m'avait demandé à l'époque de dire au niveau virilité, tu penses que tu renvoies de 1 à 10 combien? Pas grand-chose. Moi, je vois pas tellement là-dedans. Ce que vous êtes en train de dire, ça démontre quelque chose de très précis, qui est que la virilité n'est pas que l'expression extérieure de cela dont on a parlé, c'est-à-dire la manifestation que la testostérone permet de faire, qui s'appelle l'agir, la manifestation de la virilité par l'expression de la puissance sexuelle, mais le fait que la virilité, c'est aussi un état de conscience de soi. C'est la conscience de ce que l'on est. C'est la vérité de l'incarnation de l'être que l'on est. On a eu des exemples très clairs et très précis de ça, par exemple, dans les périodes de guerre, où des personnes un peu falottes, qui faisaient pas de bruit, qui ne parlaient jamais plus haut que l'autre, etc., dans une situation gravissime, se sont révélés de véritables héros et ont montré une capacité à être puissant par rapport à la vie qu'on n'aurait pas imaginé une seule seconde avec eux. Parce que la virilité... Je vous le confirme d'ailleurs, parce que j'avais rencontré mon grand-père paternel, et franchement, il était tout maigre, tout fin, tout, etc. Et j'ai appris plus tard, quand j'étais adulte, que ça avait été un résistant, et j'aurais jamais pu imaginer, avant qu'on me le dise, qu'il avait été résistant. Donc vous dites bien... Et c'est très important d'intégrer cette idée-là, c'est-à-dire que la virilité n'est pas quelque chose qui obligatoirement passe par le coup de poing, par le gros sexe ou par la capacité à hurler fort. C'est à nouveau cette question de présence dont on a déjà parlé. Et effectivement, votre témoignage montre ce que disait Brigitte, c'est-à-dire que vous avez rencontré l'autre, entre guillemets, le miroir de soi, un féminin qui est sans doute un féminin apaisé, et qui est allé chercher ou réveiller chez vous un pan de vous-même que vous ignoriez un peu. Complètement, et surtout, je pense que je n'ai pas totalement changé depuis, mais j'en ai conscience. Je crois que c'est surtout ça qui a changé. Et donc, je pense que ça ne doit pas produire le même effet quand vous rentrez aujourd'hui dans un groupe comme vous le faisiez à une époque.
Non, parce que justement, c'est là où c'est assez particulier, c'est que par mon travail, par ce que j'ai dans la vie de tous les jours, justement, les autres me voient assez puissant d'ailleurs, et alors que moi, je me voyais toujours un peu dans l'énergie, mais pas forcément dans cette puissance-là. Mais si je veux vous taquiner un petit peu, David, il y avait forcément quelque chose qui vous empêchait de voir ça chez vous. Il a fallu passer 40 ans, c'est pas par hasard d'ailleurs qu'après 40 ans, il y a des choses qui bougent. Hein. Michel Odoul, je vous apprends rien. Et donc c'est ça qui serait intéressant chez vous. Enfin, moi c'est le conseil que je vous donne. Ce serait intéressant chez vous de comprendre pourquoi vous ne vouliez pas mettre ça en avant. Est-ce que ça vous rappelait trop votre père ou au contraire? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est intéressant parce que c'est pas anodin. Que malgré, on l'entend bien, puisque quand vous venez de le dire, quand vous rentrez quelque part, on vous voit en tant qu'homme. Donc c'était certainement beaucoup plus visible que vous ne le pensez, mais pour vous, c'était pas possible de le voir visible. Donc ça parle de vous. Oui, alors moi j'ai une théorie par rapport à ça. C'est lié au décès de ma mère. Et en fait, avec le décès de ma mère, quelque part, le petit garçon, j'en ai fait un peu aussi le deuil. C'est ma vision, hein, je ne sais pas si c'est la vérité, mais je pense que pendant longtemps, comme j'avais une relation assez formidable avec ma maman, je restais son petit garçon. Donc quelque part, je me voyais toujours moi petit garçon. Donc vous êtes resté petit garçon jusqu'à ce que vous rencontriez votre femme, la nouvelle. Exactement. Pourquoi pas? Surtout du fait de la disparition de ma maman. Enfin, j'avais plus besoin de rester dans son attente. Parce qu'elle est décédée quand vous aviez quel âge, votre maman? Justement, quand j'avais 42 ans. D'accord. Oui, donc ça a du sens, ça. Vous êtes d'accord, Michel? J'ai rencontré mon épouse plus tard. Donc, c'est le défi iranien de l'émergence de l'image du père. Et celle-ci ne peut émerger qu'à partir du moment où l'image prégnante et dominante de la mère a disparu. Parce que le lien fusionnel que vous aviez empêchait effectivement ce passage du petit garçon à l'homme. Bravo David, vous connaissez bien. Je vous écoute souvent, et j'écoute souvent vos invités, et encore plus les auditeurs qui partagent, et leurs expériences, si je ne les duplique pas à moi en tout cas, par vos questionnements, m'invitent souvent à aller au-delà de la première version de la solution qu'on trouve facilement. Donc c'est en fait une gymnastique que je fais grâce à votre émission régulièrement. Vous l'avez bien fait, hein, le grand écart, bravo. Merci en tout cas David, merci beaucoup. On fait une petite pause, on revient bien sûr sur la virilité des hommes, et en Sexo Conseil, je vous propose de rompre la monotonie sexuelle. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Le sexe au conseil. Michel Odoul, on va parler de rompre la monotonie sexuelle. Alors normalement, si l'homme est viril et que c'est un bon amant, il est dans le faire, donc il doit savoir rompre la monotonie sexuelle. Hein. Mais ça, c'est pas sûr. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est d'être dans le désir, parce que si on est dans le désir, on a envie de continuer. Sauf que le désir, on le sait, dans un couple au long cours, va diminuer au fil du temps. Et donc, pour avoir une bonne harmonie sexuelle au fil du temps, eh bien, il faut garder cette envie de faire l'amour. Tout ça est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire? Il faut savoir que ce qui va permettre à la sexualité de rester là, c'est qu'il faut qu'on comprenne bien que la sexualité, eh bien, c'est ludique. Donc, il faut éventuellement s'amuser. Il ne faut pas laisser la monotonie s'installer. Donc, il faut déjà vérifier que chacun est satisfait d'un rapport sexuel, parce que dès qu'il y en a un qui se force un peu, ça va couper le désir, hein, c'est évident. Donc il faut un climat d'intimité, de confiance, de complicité entre les amants. Bon, après il y a des pistes, hein, il faut se séduire. On parlait de la surprise aussi, hein, qui est importante. Alors il y a des couples qui choisissent la piste du libertinage, mais c'est pas forcément une piste qui convient à tout le monde. Hein. On sait qu'il y a à peu près 5% de la population qui va pratiquer régulièrement et quotidiennement, en tout cas régulièrement le libertinage. Après il y
a des tas de possibilités, les jeux de rôle, les jouets intimes, la vision de films pornographiques. En tout cas, ce qui est important, c'est de développer son imaginaire érotique. Et ça, c'est pas si simple parce que pour beaucoup de personnes, l'imaginaire est assez bloqué. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que la créativité et l'imagination n'est pas si riche chez beaucoup de gens. Parce qu'il y a un archétype fondamental qui vient se mettre par-dessus tout ça et qui met des freins et des barrières à cette liberté. On est encore porté par des vieux relents de cette notion du devoir conjugal. On est encore porté dans le vieux relent du fait que la sexualité n'est que procréation. Or, il ne faut pas oublier que tous les vecteurs qui sont les vecteurs de la sexualité sont des vecteurs qui appartiennent à un principe fondamental de vie, c'est que la sexualité, elle est censée apporter l'orgasme, c'est-à-dire de la jouissance et du plaisir. Et que tout ce qui va développer, permettre et faciliter ça, trouve un grand bénéfice avec tout ce qui va amener de la jouissance et du plaisir. Donc la notion du jeu, donc la notion de l'inventivité, donc la notion de la surprise. Il faut savoir que tous ces éléments-là, physiologiquement parlant, c'est vasodilatant. Que sur le plan hormonal, ça sécrète un certain nombre de neurotransmetteurs et d'hormones qui participent et facilitent physiologiquement la réalisation de ce que sont ses désirs. Or, le désir, il a besoin du rêve, de l'imagination, il a besoin du fantasme. C'est un cercle vertueux. Parce que c'est eux qui génèrent ce qu'on appelle le désir. Et le désir, quand il est sur le plan psychique vraiment présent, eh bien, il va générer le désir physique, qui lui va finir par se traduire par l'acte physique, qui va apporter la jouissance, qui va donc remplir le désir, etc., etc. On est effectivement dans un cercle totalement vertueux. Et donc, en conclusion, il faut faire de la sexualité un jeu et non pas un enjeu. Voilà, un jeu, pas un enjeu, tout à fait, très belle phrase, et une joie et une jouissance. J'utilise souvent, elle est facile. Catherine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Michel Odoul. Bonjour. Je vous ai écouté très attentivement là, depuis le début de l'émission, c'était passionnant. Merci Catherine, c'est gentil. Oui, mais vraiment. Bon, oui, puis Michel Odoul, je n'ai pas eu l'occasion de passer à l'antenne, parce que je suis déjà passée à l'antenne, mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Merci. Que j'admire beaucoup. Voilà. Vous avez bien raison. Et c'est vrai que c'est intéressant de vous entendre, Michel Odoul, sur un sujet un peu différent de ce que vous faites d'habitude, parce que ça remet quand même un peu bien les choses à leur bonne place. Alors Catherine, vous avez reçu ce stimulateur clitoris abeille, voilà, je le montre, de la marque Pretty Love, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Alors moi je l'ai trouvé d'abord très très bruyant, je ne sais même pas si j'ose le mettre en marche, là, ça va casser les oreilles de tout le monde. Tout à fait. C'est le seul point négatif, c'est le gros point négatif voilà. Il est très très bruyant. Hein. Oh là là. Oui, il est très brillant. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que moi, je trouve que cette petite abeille, alors moi, c'est mon animal fétiche, l'abeille, parce que je fais de l'apiculture, donc l'abeille, c'est drôle. Mais oui, c'est vraiment. Et en fait, quand Bénédicte me l'a proposé, c'était le premier qu'elle m'a proposé. Je dis tout de suite, j'ai même pas regardé, enfin, elle n'a pas posé d'autres en fait, parce que j'ai dit je prends l'abeille. Ah bah bien sûr, oui. Et alors après, oui, et justement, je trouve en fait, il est très discret. Enfin, il est assez discret. Il fait pas du tout penser à un vibromasseur, quoi, quand on la voit, cette petite abeille. Et alors, elle est très facile à utiliser parce qu'en fait, on met en fait les ailes permettent de tenir. Oui, c'est ça. On la met sur le doigt. Voilà. Et puis ensuite, c'est la petite, la bouche. Je sais pas si les abeilles ont une bouche. Hein, excusez-moi. Là, je parle avec une spécialiste. Et c'est la bouche qui fait des suçons, quoi, en quelque sorte. En fait, oui. Alors bon, c'est au-dessus de la tête, parce que là, tel qu'il est fait, en fait, le suçon, il est au-dessus, il est sur la tête de l'abeille. Et donc, il est facile. Non, franchement, il est facile à utiliser. Et bon, il y a plusieurs modes de vibration. Voilà, il est. Alors, je crois qu'il y en a 10. Je les ai un peu tous testés, mais donc on peut trouver, il y a des pulsations qui sont plus ou moins intenses. Voilà, donc on peut ajuster selon ses préférences. Selon ses goûts, absolument. Voilà. Donc finalement, vous l'avez apprécié, l'abeille, si j'ai bien compris. Mais en fait, oui. Alors
je vais vous dire, je vais quand même faire une confidence. Je ne suis pas coutumière de ça. Alors c'est pour ça que je dis, je tente l'expérience. Quand Bénédicte m'a appelé, j'ai dit, écoute, j'y vais, hein. On verra. Vous avez bien raison. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, comme on dit. Exactement. Et puis, mais honnêtement, alors moi, très sincèrement, je préfère que ce soit mon compagnon, mon amoureux qui s'occupe de moi. Mais pourquoi pas, je vais lui montrer. Il ne l'a pas encore vu parce qu'on se voit que le week-end. Mais je vais le lui montrer. Et puis on va voir ce qu'on en fait, tous les deux. Eh bien, vous allez butiner tous les deux. Très bien, voilà, très bien. Quelle note vous lui donnez, Catherine? Je lui donne 8 sur 10. Très bien. Eh ben, il est aussi très étanche, j'ai oublié de le dire, parce que je ne l'ai pas testé. Hein. Et a priori, on peut l'utiliser sous la douche, dans le bain. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, 8 sur 10 pour ce stimulateur clitoridien à tapotement de Magic Bee. Et donc, c'est de la marque Pretty Love. Vous le retrouvez sur le site concordelove.fr. Et je rappelle que si vous voulez le procurer, vous mettez le code promo Sud Radio 15 et vous aurez 15% donc de réduction. Et il est pas cher, en plus il est à 29,90 €, donc c'est pas mal du tout. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup à vous, et je rappelle que cette petite abeille, l'un d'entre vous pourrait la gagner. Pour ça il suffit de participer à l'émission, donc vous vous inscrivez sur le site sudradio.fr et vous prenez la parole dans l'émission que vous voulez et on vous enverra la petite abeille. On continue avec Christian qui nous rejoint. Bonjour Christian, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Très heureux encore de participer avec Michel parce que et je le remercie encore une fois de sa dédicace sur son livre que j'apprécie beaucoup. Donc vous avez reçu le livre de Michel, c'est ça? Oh oui, mais il y a longtemps, ça fait il y a 2 ans déjà qu'il m'a dédicacé son livre. Ah oui. D'accord. Dans quelles circonstances, rappelez-moi? Alors je sais plus, mais j'ai participé à l'émission et vous aviez été très touché par mon témoignage. Oui, absolument, et on vous l'a envoyé derrière, oui. Voilà, oui. Vous voyez, Michel se souvient aussi. Donc moi je me souviens pas, Michel, mais c'est normal, moi j'ai un début d'Alzheimer. Mais... donc. Non, puis vous en avez tellement, vous, tous les jours. Alors allez-y, on vous écoute, Christian. Alors moi, j'ai eu un départ dans ma virilité très difficile dans la vie, parce que vers 13-14 ans, je voyais mes camarades, quand on prenait la douche après le sport, ils étaient tous poilus, et puis moi j'avais aucun poil, quoi. Donc, et on s'est rendu compte qu'il a fallu que je sois opéré d'une ectopie testiculaire pour que ma vie change et que je me transforme. Parce que c'est seulement après 15 ans où j'ai grandi, j'étais pas très grand, donc j'étais un peu gringalé, et j'ai pris plus de 30 cm en 3 ans. Donc ensuite je me suis mis à la musculation et puis je me suis rentré en gendarmerie et là j'ai compris en fait que je devenais viril. Les poils étaient venus, je suis même maintenant très poilu et c'est vrai les tests de virilité qu'on faisait entre camarades. J'avais un camarade, c'était un ancien tailleur de pierre, une bête physiquement, quoi, hein. Et notre virilité, on l'a comparée à la capacité du souffle pulmonaire. C'est rigolo, hein. Donc c'est celui qui avait le plus de capacité pulmonaire, lui, c'était le plus viril, le plus costaud. Puis après, c'est vrai que dans le métier, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais pratiquement dû employer la force parce que j'en imposais physiquement par la taille, et encore maintenant, on me dit, pourtant j'ai 70 ans, je suis toujours imposant, et j'impressionne toujours, quoi. Donc, j'ai jamais eu de problème, je vais dire, de rapport avec les autres hommes concernant la virilité, quoi. Ensuite, peut-être, avec ma femme, j'ai toujours eu peur de ne pas montrer assez viril.
Voilà, c'est un peu le. Ce qui laisse à penser que, oui, mais ce que vous venez de dire laisse à penser qu'au contraire, vous n'étiez peut-être pas aussi sûr que ça, parce que sinon, il n'y avait pas de raison qu'avec votre femme, vous ayez peur de ne pas être assez viril, il me semble, non, oui, Michel Odoul? Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez raconté avant, c'est-à-dire que vous aviez petit à petit élaboré, suite à cette difficulté de départ dont vous parliez, effectivement, qui, sur le plan hormonal, expliquait cette absence de pilosité, etc., et qu'après vous avez mis en place tout un système, dont notamment ce système anecdotique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire par des manifestations physiologiques démonstratives de la virilité. Sauf que ces outils et ces démonstrations physiologiques, vous ne pouviez pas les utiliser, les mettre en place avec votre épouse. Et là, vous étiez désarmé parce que vous n'aviez plus, a priori, les moyens physiques qui vous permettaient, croyez-vous, de démontrer cette virilité. Et c'est intéressant d'ailleurs, Michel Odoul, pour rebondir sur le témoignage de Christian, que je remercie évidemment de son témoignage. On voit bien, c'est une tendance très masculine de vérifier celui qui va faire pipi le plus loin, celui qui va soulever le poids le plus lourd. Enfin, c'est très masculin, ça. C'est cette sorte de performance. Dans une innéité et dans un archaïsme qui est valable pour toutes les dimensions de la forme de vie qui puisse exister, même animale, qui est celle où, pour la préservation et le développement de l'espèce, on va essayer de donner la priorité au mâle dominant. Bien sûr. Parce que ça va le permettre de féconder une génétique qui va être une génétique puissante et solide. Pour la survie de l'espèce. Et donc, le mâle dominant, c'est quelque chose qui est encore un archaïsme qui est là et qui est présent, et qui fait que dans toutes les phases et toutes les périodes d'âge, Adler a travaillé là-dessus, il appelait ça sur le besoin de puissance, et qui se traduisait d'ailleurs, lorsqu'il n'arrivait pas à se réaliser, par des complexes d'infériorité, etc. etc. Bon, les psychologues ont beaucoup travaillé sur cette dimension archaïque qui est effectivement omniprésente, même aujourd'hui. Le fameux mâle dominant qui va féconder le plus de femelles, évidemment. Voilà. Et ça, c'est clair que dans l'espèce animale, c'est évident. Hein. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup, Christian. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. On a plutôt parlé aujourd'hui de virilité plutôt que de maladie, mais c'est pas grave. Oui. De temps en temps, c'est bien aussi de... Ça peut être une souffrance. Ça peut être une souffrance. La problématique de virilité peut être une souffrance. Surtout aujourd'hui, où en effet, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Yannick est avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci de réagir Yannick. Bonjour. Voilà. Donc... en fait, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant. En fait, j'ai jamais été obligé de montrer une virilité à celui qui pisse le plus loin. J'ai eu beaucoup de compagnes et en fait, c'est juste le contraire. En fait, j'ai toujours montré ma nature, voire même mon côté, pas mon côté féminin, parce que je suis un hétéro à 100%. Mais j'ai séduit les femmes parce que j'étais nature. Voilà. Non, mais parce que vous êtes à l'aise dans votre condition d'homme et que vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes un homme. Mais en même temps, excusez-moi, mais je vais vous prendre un peu au mot, ce besoin de dire que vous avez séduit beaucoup de femmes, c'est aussi quelque part quand même une sorte de tableau de chasse qui laisse à penser que vous avez besoin de montrer que vous en avez séduit beaucoup. Vous voyez, on se traduit... Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire en fait. Je me suis peut-être trompé en fait. J'ai eu beaucoup de compagnes. Mais en fait, j'ai pas eu besoin de montrer que j'étais plus fort que les autres pour les séduire. En fait, c'est plutôt dans le dialogue et dans le charme. Oui, mais alors, excusez-moi, pour pas vous blesser, je veux parler de moi. Moi, si au début j'ai eu besoin d'avoir beaucoup d'hommes, c'est peut-être parce que j'étais pas sûre d'être une femme, une vraie, et qu'il m'en fallait beaucoup d'hommes qui me désirent pour que je me sente femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas anodin non plus d'avoir besoin d'avoir beaucoup de conquêtes. Vous voyez ? Mais encore une fois, je ne suis pas du tout en train de vous critiquer, je dis juste que dans ce qu'on dit, on dit toujours beaucoup de choses de nous, il me semble, non, Michel Odoul ? Oui, puis dans l'histoire et l'analogie et l'image qu'on faisait avec le fait que les garçons vont se mettre pour voir qui est capable de faire pipi le plus loin, c'est pas pour montrer à l'autre qu'on est plus fort, c'est uniquement pour se rassurer par rapport à notre capacité de le faire. On n'est pas obligatoirement dans la notion d'une compétition dans laquelle il y a un gagnant ou un perdant. On est juste dans un étalonnage, dans une vérification qu'on est au moins capable de faire aussi bien.
on est vraiment dans quelque chose. Alors, il peut y avoir une mauvaise vision de la virilité qui se traduise par la dominance ou la domination. Là, on était dans un propos dans lequel on disait, ben oui, il y a des moments donnés, on a besoin d'étalonner ça parce que ça rassure quelque part. Et il y a X manières de rassurer. Et dès l'enfance, ça peut être ce jeu-là, comme dans d'autres manières et d'autres façons de le faire quand on est dans la phase adulte. Oui, tout à fait. Vous voyez, donc il y a rien de... Mais en effet, dans le fait que vous étiez à l'aise pour séduire une femme, ça montre bien que vous étiez à l'aise dans votre construction de masculine. Voilà. En fait, il suffit d'être bien dans sa peau pour ne pas avoir à montrer. Ah, il suffit. Si tout le monde pouvait facilement, et s'il suffisait, je crois qu'on serait tous les deux à la retraite, hein, Michel Odoul. Il y aurait moins de guerre. Et il y aurait moins de guerre, oui, ça c'est sûr. Oui, il y aurait sûrement moins de guerre si on était tous comme moi. Oui, sûrement. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez Je n'ai aucune haine, bien que je sois un homme pas dominant, mais bon, j'ai du caractère. Mais en fait, je pense que les gens devraient apprendre à s'apprécier comme ils sont. Mais bien sûr. Sur une femme, en fait, il suffit de faire du charme et de la respecter avant tout. Voilà. Oui, Yannick, mais si on se sent pas, si on n'a pas une bonne estime de soi et si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué. Vous voyez, ce qui n'est pas votre cas, visiblement. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le masculin apaisé, il va attirer un féminin apaisé, et un féminin apaisé va attirer un masculin apaisé. Il est bien évident que si vous êtes tranquille, vous parliez d'être nature ou etc. Si vous êtes tranquille par rapport à votre masculinité, par rapport à votre virilité, vous n'avez pas besoin de faire des effets de muscles, des effets de démonstration. Bien sûr, c'est cette notion de la virilité qui est celle de la présence dont on parlait tout à l'heure, qui est celle qui fait que quand vous rentrez dans une salle, on sent bien que vous êtes là où vous êtes et que vous savez qui vous êtes. Et je pense qu'à partir de là, et c'est quelque chose qui a un certain charme et qui a à minima un charme pour les gens et les personnes des deux sexes d'ailleurs, qui sont en recherche de cette espèce de sensation d'équilibre. Donc oui. Mais Yannick, vous savez, si on observe des enfants, on voit bien qu'ils ont besoin de s'éprouver. Et quand, dans ce terme s'éprouver, on voit bien qu'ils ont besoin de prouver au monde qui ils sont. Et puis, normalement, une fois qu'on est adulte, on ne devrait plus avoir ce besoin. Mais pour ça, il faut être adulte. Vous comprenez ? Il nous permet dans chaque période de la vie, en fait, parce que j'ai été jeune aussi, j'ai été obligé de prouver aussi, mais j'ai appris, en fait, que être moi, c'était la bonne chose et que ça marche bien, en fait, de pas se compliquer la vie, tout simplement. Oui. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord avec vous, mais pour ça, faut-il encore être moi. Vous savez, Yannick, quand on voit comment on peut évoluer au fil des années, notre moi, je suis sûr que vous n'êtes pas tout à fait le même que quand vous aviez 20 ans. J'ai énormément évolué. Mais oui, donc vous voyez bien qu'on est, et vous êtes peut-être même d'ailleurs beaucoup plus sûr de vous aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oui, j'ai 56 ans et bon, j'ai les problèmes de 56 ans, parce que ça m'arrive d'avoir des problèmes et je les gère en relativisant les choses. Oui, vous êtes un sage, et c'est très bien d'ailleurs, mais vous avez raison, si tout le monde fonctionnait comme vous, ça serait plus facile. Voilà, je conseillerais aux hommes de moins se frustrer en fait et moins d'essayer de parler. Voilà. Parler aux gens quand il y en a besoin. Pourtant, on dit plutôt que c'est les femmes qui sont bavardes, pas les hommes. Non, beaucoup d'hommes, quand ils passent la cinquantaine, on peut avoir des soucis. Et en fait, il faut aller faire ce qu'il faut en temps voulu. Et retrouver sa virilité, tout simplement, en dialoguant avec des personnes qu'il faut. Parce que quand on est un peu excessif, on peut avoir des soucis, avoir des problèmes psychologiques quand ça arrive, et ça marche. Oui, vous avez raison, on va d'ailleurs conclure là-dessus, Michel Odoul. Il est vrai que beaucoup d'hommes n'ont pas tellement tendance à prendre soin d'eux,
Puis ils ne savent pas parler d'eux. Et ils ne savent pas parler d'eux, mais il est vrai qu'à partir de 50 ans, il serait bien que les hommes fassent aussi des petits bilans. La femme, elle, de par son corps, elle va voir le gynécologue dès 18-20 ans, et donc elle est amenée, et puis c'est plus dans sa nature aussi, d'écouter son corps. Mais c'est vrai qu'on peut conseiller, pour conclure, aux hommes peut-être d'aller faire des petits examens à partir de 50 ans. Ça ne fait pas tomber malade. Le niveau d'activité libère le temps nécessaire pour cela. Et que c'est vraiment quelque chose qui est effectivement fondamental. C'est être quand même capable de reconstituer ce que l'on est réellement et véritablement dans ce moment-là. Parce que ça peut être un temps de frustration et de bascule important. Voilà, et puis il faut aussi accepter que peut-être à 50 ans, on n'a pas la même capacité, par exemple, puisqu'on est à Roland-Garros en ce moment, la même capacité à jouer au tennis avec un jeune de 20 ans et prendre soin de soi, parce que les crises cardiaques d'hommes qui se croient encore jeunes, on entend ça fréquemment. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Donc on se mesure entre hommes de même catégorie. Voilà. Bon, merci Yannick en tout cas. Merci beaucoup Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est votre dernier livre aux éditions Albin, Michel, mais vous avez d'autres livres évidemment, notamment Comment aller mieux chaque jour. Je crois que c'est à peu près ça le titre. Oui, qui peut participer d'ailleurs à la pacification du rapport à soi, et absolument. etc. Il y a plein d'exercices et de techniques qui expliquent ça. Oui. Les 5 justes dans ce livre, qui absolument. permettent de vivre plus tranquillement. Demain, on sera avec Catherine Emlé-Périssol. On va parler de la colère. Pourquoi la colère a-t-elle si mauvaise presse et comment mieux la gérer, sa colère? On en parlera demain. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio.